Et si ces échanges de menaces n'étaient que la partie émergée d'un bouleversement mondial silencieux? Prenez un instant pour regarder au-delà des gros titres. Ce qui semble n'être qu'une énième passe d'armes entre Moscou, Washington et Téhéran cache en réalité un changement bien plus profond et plus inquiétant. Ces derniers jours, la presse occidentale révèle que la Russie aurait transmis à l'Iran des renseignements militaires ultra sensibles, notamment sur les déplacements des forces américaines dans la région. Mais pourquoi ce geste inquiète-t-il autant la Maison-Blanche? Parce qu'il ne s'agit plus seulement de déclarations musclées ou de simples avertissements diplomatiques. C'est le signe que la peur, autrefois quasi sacrée, face aux fameuses lignes rouges américaines, s'estompe. Cela traduit un affaiblissement de l'autorité américaine, fondement même de l'ordre mondial établi en 1945. En surface, tout ressemble à une routine diplomatique. Un porte-parole américain hausse le ton, Moscou répond, les alliés retiennent leur souffle, convaincus que Washington contrôle la situation. Mais si l'on gratte un peu, on découvre que ces échanges ne sont pas des incidents isolés. Ils font partie d'un processus global, d'un rééquilibrage de la puissance mondiale qui s'accélère sous nos yeux. Pourquoi? Parce que des puissances comme la Russie, même sous sanctions et affaiblies par la guerre, osent désormais franchir des seuils qu'on pensait infranchissables, en s'alliant de façon inédite avec d'autres contestataires de l'ordre américain, comme l'Iran ou la Chine. Ce glissement ne se limite pas aux sphères stratégiques ou militaires. Il touche concrètement la vie de chacun d'entre nous. Inflation galopante, perturbation des chaînes logistiques, incertitude sur les emplois, baisse de pouvoir d'achat. Les conséquences de ce déséquilibre se font déjà sentir, et chaque crise locale, en Ukraine, au Moyen-Orient ou ailleurs, peut désormais déclencher des répercussions mondiales immédiates. Ignorer ces signaux, c'est risquer d'être pris de court par des bouleversements qui redéfiniront non seulement la sécurité collective, mais aussi notre quotidien. Comprendre ce qui se joue derrière les gestes de Moscou et de Téhéran, ce n'est pas choisir un camp, c'est anticiper le monde de demain. Mais pour mesurer toute la portée de ce basculement, il faut revenir sur les étapes clés qui nous ont conduits à cette situation. Comment en sommes-nous arrivés à cette érosion du monopole américain? Pour comprendre la situation explosive d'aujourd'hui, il faut revenir sur quelques moments clés qui ont bouleversé le Moyen-Orient et, par ricochet, l'équilibre mondial tout entier. Tout commence véritablement en 2003, avec l'invasion américaine de l'Irak. À l'époque, l'objectif affiché par Washington était de renverser Saddam Hussein et d'apporter, selon les mots de George W. Bush, la démocratie au peuple irakien. Mais très vite, les effets de cette intervention dépassent de loin ce qui avait été prévu. Le régime tombe, certes, mais le fragile équilibre régional s'effondre avec lui. Les rivalités sectaires s'exacerbent, les institutions irakiennes s'effritent, et un vide de pouvoir s'installe au cœur du Moyen-Orient. Ce vide, l'Iran va s'y engouffrer avec une habileté redoutable. Profitant de l'affaiblissement de l'Irak, Téhéran tisse des liens avec des milices chiites, s'immisce dans la politique irakienne et peu à peu étend son réseau d'influence bien au-delà de ses frontières. Ce mouvement ne s'arrête pas à Bagdad. En Syrie, la guerre civile offre à l'Iran une nouvelle opportunité. Soutenir le régime d'Assad, renforcer sa présence militaire et nouer une alliance stratégique avec la Russie, qui elle aussi cherche à revenir au centre du jeu international. Au Liban, le Hezbollah, bras armé de l'Iran, devient un acteur incontournable. Au Yémen, les Houthis, soutenus par l'Iran, défient l'Arabie saoudite alliée des États-Unis. En moins de 2 décennies, l'Iran a réussi à tisser une toile d'alliances et de proxys qui lui confère une capacité d'action régionale inédite. Mais ce basculement ne résulte pas d'une simple série de coups tactiques. Il s'inscrit dans une dynamique beaucoup plus large. Les liens croissants entre la Russie, l'Iran et, dans une certaine mesure, la Chine, ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des réponses directes à une Amérique dont la stratégie, depuis la fin de la guerre froide, s'est appuyée presque exclusivement sur la puissance militaire et le contrôle des ressources énergétiques. La multiplication des bases, des interventions et des sanctions était censée dissuader tout adversaire de s'opposer à l'ordre établi. L'idée? Personne n'oserait franchir les lignes rouges fixées par Washington, que ce soit dans le Golfe, en Europe orientale ou en Asie. Or,
cette certitude commence à s'effriter. Les adversaires des États-Unis ont compris que, pour faire plier la première puissance mondiale, il ne s'agit pas nécessairement d'entrer en confrontation directe, un terrain où la supériorité américaine reste écrasante, mais de jouer sur la durée, d'user d'alliances, de coopération technologique, d'échanges de renseignements et de pressions économiques pour rendre chaque intervention plus coûteuse et chaque décision politique plus risquée, à la fois sur le plan international et domestique. C'est bien là le cœur du basculement. Chaque crise, chaque incident, chaque échange d'informations militaires n'est plus un simple épisode isolé, mais l'illustration concrète que la confiance dans l'unilatéralisme américain s'effrite. Et ce lent mais profond changement ne se traduit pas forcément par un événement spectaculaire, mais par une série d'actions coordonnées, parfois discrètes, qui s'additionnent jusqu'à fragiliser ce qui semblait inébranlable. Pourquoi est-ce si important ? Parce que sous-estimer le poids des décisions passées, c'est risquer de répéter les mêmes erreurs. Les calculs stratégiques d'hier façonnent les crises d'aujourd'hui et les difficultés de demain, y compris dans nos vies quotidiennes. Les tensions qui s'accumulent dans des endroits aussi lointains que Bagdad, Damas ou le détroit d'Ormuz finissent par se traduire en inflation, en tensions sur le marché du travail, en incertitude économique pour des millions de personnes qui n'ont jamais été consultées sur les choix militaires ou diplomatiques de leur pays. Alors, comment lire la nouvelle posture de la Russie face aux pressions occidentales ? C'est ce que nous allons explorer tout de suite. Pourquoi, malgré toutes les sanctions et les mises en garde, les stratégies de pression de l'Occident ne fonctionnent-elles plus comme avant ? On a longtemps cru que le poids économique, l'accès au marché, la puissance financière et militaire suffiraient à isoler n'importe quel pays qui défiait l'ordre établi, surtout depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, le scénario est tout autre. Prenons la Russie. Depuis 2022, malgré un déluge de sanctions sans précédent, elle n'a pas sombré. Certes, l'économie a encaissé un choc, mais au lieu de s'effondrer, elle s'est adaptée, parfois même plus vite qu'on ne l'imaginait à l'Ouest. Comment ? D'abord, la Russie a réorienté massivement ses flux commerciaux et énergétiques. Le gaz et le pétrole n'ont pas arrêté de circuler, ils ont simplement changé de direction. L'Europe, qui était auparavant son principal client, a été remplacée par la Chine, l'Inde et de nombreux pays du Sud global, des partenaires prêts à acheter, souvent à prix réduit, ce qui a maintenu une partie du budget russe à flot. Ensuite, Moscou a accéléré le développement de circuits financiers alternatifs, échappant autant que possible au dollar et au contrôle des grandes banques occidentales. Les relations renforcées avec Pékin, New Delhi ou Téhéran ne sont plus seulement des coopérations tactiques, mais forment le socle d'un système alternatif. C'est là que le rapprochement avec l'Iran prend tout son sens. Sur le papier, l'échange de renseignements militaires entre la Russie et l'Iran pourrait sembler opportuniste. Mais en réalité, il s'agit d'une stratégie bien plus profonde. Créer un effet boomerang pour rendre toute pression occidentale plus coûteuse, plus longue et moins prévisible. L'idée n'est plus seulement de résister, mais de faire en sorte que chaque tentative de coercition devienne un casse-tête politique ou économique pour Washington et ses alliés. L'Iran, habitué à naviguer entre sanctions, blocus maritime et isolement, ne cherche pas la confrontation frontale avec les États-Unis. Il préfère l'asymétrie, ouvrir plusieurs fronts, déstabiliser des axes logistiques, utiliser ses réseaux régionaux pour multiplier les points de tension, et ainsi diluer la force de frappe américaine. La nouveauté, c'est que cette logique n'est plus marginale. Avec Moscou et Pékin, l'Iran fait partie de cette génération de puissances qui teste, contourne et, parfois, neutralise les outils traditionnels de domination. Pékin, justement, si la Russie agit ouvertement, la Chine observe, analyse et prépare ses stratégies à long terme. Elle n'est pas pressée de s'exposer, mais elle tire des leçons de chaque crise. Chaque sanction, chaque embargo montre à quel point le monde est désormais plus interconnecté et à quel point toute perturbation finit par coûter cher à ceux qui l'initient comme à ceux qui la subissent. C'est là que réside le vrai risque pour les pays occidentaux. Leurs instruments de pression, sanctions, blocages, contrôle technologique, perdent de leur mordant. Plus ils sont utilisés,
plus ils incitent les challengers à s'organiser, à développer des solutions alternatives, à bâtir un monde où l'unilatéralisme américain n'est plus la règle unique. On n'est plus face à une simple rivalité entre États, mais au début d'une remise en cause de l'ensemble de la structure de pouvoir construite après 1945. Et ce glissement se joue autant sur le plan militaire que sur celui de l'énergie, de la technologie, de la finance. Pour les sociétés occidentales, cela veut dire une chose majeure. Si les sanctions ne fonctionnent plus comme prévu, si les alliés traditionnels se déchirent ou hésitent, alors la capacité à influencer le cours du monde s'érode. Les risques? Perte d'influence, difficulté à imposer ses standards, mais aussi, concrètement, une montée des coûts pour le citoyen, car chaque crise se répercute sur les chaînes logistiques, sur les prix de l'énergie, sur la stabilité des emplois locaux. Mais au-delà des jeux d'influence et des stratégies de contournement, une question s'impose. Qu'est-ce que ce déplacement des équilibres implique pour l'économie mondiale, et surtout pour la vie quotidienne de chacun? Un incident en mer Rouge peut-il vraiment atteindre votre portefeuille? À première vue, on pourrait croire que ces tensions géopolitiques lointaines restent confinées aux pages internationales des journaux. Mais en réalité, la moindre perturbation dans une zone clé comme la mer Rouge bouleverse immédiatement les routes commerciales dont dépend notre quotidien. Que se passe-t-il concrètement? À chaque fois qu'un navire est menacé ou qu'un détroit devient risqué, les coûts de transport flambent. Les compagnies maritimes, face au danger, augmentent leurs tarifs, les assureurs appliquent des surprimes et les délais de livraison s'allongent. Et devinez qui paie la facture au final? Ce ne sont ni les décideurs politiques, ni les géants de l'industrie. Ce sont nous, les consommateurs, qui constatons la hausse des prix en faisant nos courses, en achetant un appareil électronique ou même en remplissant le réservoir de notre voiture. L'inflation, la rareté de certains produits, les difficultés d'approvisionnement, tout cela trouve son origine dans les points de tension géopolitique. C'est là que la mondialisation montre sa véritable nature. Un choc local, comme une attaque de drone ou un blocus temporaire, génère des ondes de choc à l'échelle mondiale. Les chaînes logistiques sont si interconnectées qu'un conteneur bloqué au Moyen-Orient peut entraîner des ruptures de stock à Paris, à Berlin ou à Montréal. Quand la Russie et l'Iran coopèrent pour déstabiliser certaines zones, ce n'est pas seulement une affaire de stratégie militaire, c'est un levier pour peser sur l'économie mondiale et tester la résistance des systèmes américains et européens. On l'a vu récemment, dès que l'insécurité grimpe, c'est tout le système qui doit s'ajuster. Les entreprises revoient leurs plans, cherchent des routes alternatives, mais cela a un coût. Ce surcoût, directement lié à la peur d'un incident majeur, se répercute sur tous les produits qui transitent, des denrées alimentaires aux voitures, en passant par les vêtements. Et si ces tensions venaient à durer, c'est toute la stabilité de notre pouvoir d'achat qui serait menacée. Mais il n'y a pas que le prix des biens qui est en jeu. Derrière chaque hausse de coûts de transport, il y a des répercussions en cascade. Les emplois dans certains secteurs deviennent plus précaires, certaines usines ralentissent ou arrêtent temporairement leur production, et les gouvernements doivent arbitrer entre soutenir les ménages ou contrôler la dette publique. L'économie mondiale, déjà fragilisée par les crises récentes, devient d'autant plus vulnérable. Alors, face à cette nouvelle ère, ignorer le lien direct entre la géopolitique et notre économie, c'est prendre le risque de voir s'installer durablement l'incertitude, l'inflation et des tensions sociales. Chaque crise à des milliers de kilomètres finit par hanter notre quotidien, que ce soit à travers la facture d'électricité, le prix du pain ou même les perspectives d'emploi. Ce basculement ne se limite donc pas à une histoire de rivalité entre grandes puissances. Il refaçonne les règles du jeu économique, et ce sont les citoyens ordinaires qui en ressentent en premier les effets. Mais ces évolutions, aussi inquiétantes soient-elles, révèlent surtout une transformation profonde du leadership mondial. Le vrai pouvoir se mesure-t-il à la force militaire ou à la confiance accordée par les autres? C'est la question cruciale que posent aujourd'hui les événements entre la Russie, l'Iran et, en arrière-plan, le recul de l'influence américaine. Car si la domination des États-Unis après 1945 s'est imposée par des moyens matériels colossaux, économie géante, base militaire, dollar roi, elle a surtout fonctionné parce que le monde voulait croire à l'idéal qu'ils incarnaient. Pendant des décennies,
leur puissance séduisait autant qu'elle impressionnait. La promesse américaine, c'était aussi l'idée d'un modèle auquel on pouvait adhérer, où force et morale semblaient marcher main dans la main. Mais aujourd'hui, ce capital de confiance s'érode à vue d'œil. Les discours sur la démocratie, la liberté ou les droits humains semblent de plus en plus éloignés des réalités perçues, et le fossé se creuse entre les mots et les actes. Chaque crise, chaque intervention, chaque double standard constaté, qu'il s'agisse de soutenir un allié autoritaire ou d'imposer des sanctions à sens unique, vient fragiliser cette réputation. Le monde regarde, mais ce n'est plus à travers quelques chaînes internationales contrôlées. C'est en direct, via réseaux sociaux, médias alternatifs, récits concurrents. Résultat, l'autorité morale et l'attractivité du modèle américain ne font plus office de référence universelle. Cela a des conséquences très concrètes. De plus en plus de pays, même parmi les alliés traditionnels de Washington, cherchent à diversifier leurs partenariats. On le voit avec l'essor des BRICS, la multiplication d'accords commerciaux hors du dollar, l'utilisation croissante de monnaie nationale dans les échanges. Ce n'est pas tant la victoire éclatante d'un autre modèle, russe, chinois ou autre, que la fin d'un monopole. Désormais, plus personne n'impose seul les règles du jeu. L'ancien système, où il suffisait d'un signal de Washington pour entraîner la planète, cède la place à une réalité fragmentée, où chaque acteur négocie sa zone d'autonomie et son influence. Cette transition n'est pas sans risque. L'absence d'un repère stable, où un acteur pouvait encore, pour le meilleur ou pour le pire, jouer le rôle d'arbitre, rend le monde beaucoup plus imprévisible. Les crises locales, qu'il s'agisse d'un conflit énergétique, d'une tension en mer ou d'une fluctuation monétaire, peuvent déstabiliser des marchés entiers, perturber les chaînes logistiques et faire grimper le coût de la vie au quotidien. Énergie, nourriture, transport, tout devient plus incertain. Pour les citoyens, cela se traduit par une inflation importée, une volatilité accrue de l'emploi et une incertitude sur la stabilité de leur environnement économique. Le soft power américain, qui garantissait un certain ordre et des flux relativement prévisibles, se retrouve concurrencé, contesté, parfois ignoré. L'efficacité des menaces ou des promesses américaines n'est plus ce qu'elle était, et chaque pays doit désormais compter sur ses propres stratégies d'adaptation. Cela veut dire plus de responsabilité, mais aussi plus de vulnérabilité. Aucun filet de sécurité globale n'est assuré. Dans ce contexte, la grande leçon à retenir, c'est que l'avenir ne sera plus dicté par une seule capitale ou un seul modèle. Chacun doit se préparer à naviguer dans cette nouvelle réalité, où l'agilité, la capacité d'innover et de s'adapter rapidement deviennent des atouts essentiels. Alors, comment, à notre échelle, anticiper et s'organiser pour tenir le cap dans ce monde multipolaire? C'est ce que nous allons explorer tout de suite. Le nouvel ordre mondial n'est plus un concept abstrait. Il redessine déjà vos factures et vos horizons. Que l'on vive à Paris, à Montréal ou à Dakar, les choix faits dans les bureaux de Moscou, Téhéran, Washington ou Pékin s'invitent, souvent en silence, dans la vie quotidienne de chacun d'entre nous. Ce n'est plus simplement une histoire d'alliance militaire ou de grandes déclarations politiques. C'est la hausse du prix du carburant à la pompe, la flambée des denrées importées dans les supermarchés, voire la fragilité soudaine de certains emplois qui dépendent de chaînes logistiques internationales. Autrement dit, ces réarrangements géopolitiques ne sont pas seulement l'affaire des diplomates ou des stratèges. Ils sont devenus le tissu même de notre quotidien. Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que l'influence américaine, jadis perçue comme naturelle, attractive, presque irrésistible, s'érode à une vitesse inédite. Pendant des décennies, Washington était le centre d'une galaxie où la plupart des pays tournaient, bon gré mal gré, dans son orbite, convaincus que suivre le modèle américain était la voie logique, sinon la seule. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les mots et les mises en garde de Washington, qui résonnaient naguère comme la voix de l'arbitre suprême, sont désormais perçus, dans bien des capitales, comme la position d'un acteur parmi d'autres, toujours puissant, certes, mais plus indiscutable, ni unique. Ce glissement est fondamental. Car dès lors que la capacité de fascination des États-Unis décline, leur soft power, cette force d'attraction invisible,
qui donnait du poids à chaque déclaration, à chaque recommandation, se dissipe. Et plus ce pouvoir d'influence s'effrite, plus les États-Unis doivent recourir à la pression pure, aux sanctions, aux menaces, à la force. Or, l'histoire récente l'a montré. Même la puissance militaire ou financière a ses limites, surtout lorsque le reste du monde commence à douter du bien fondé ou de la légitimité de ces ultimatums. Dans ce contexte, la Russie et l'Iran l'ont bien compris. Ils misent sur le fait que la réaction internationale n'est plus aussi monolithique qu'avant. Les sanctions ? Elles font mal, certes, mais elles n'isolent plus forcément. Les condamnations ? Elles divisent plus qu'elles ne rassemblent. Car du Moyen-Orient à l'Asie, de l'Afrique à l'Amérique latine, de plus en plus de voix s'élèvent pour remettre en question l'idée qu'il faille forcément choisir un camp et s'aligner automatiquement sur Washington. Aujourd'hui, des pays longtemps prudents, voire silencieux, se montrent plus pragmatiques, plus distants, plus calculateurs. Ils s'interrogent, pourquoi lier sans réserve leur avenir à un seul pôle, alors que la Chine propose ses marchés, la Russie son énergie, et que de nouveaux blocs régionaux offrent des alternatives qui semblaient impensables il y a encore 15 ans. C'est ainsi que les BRICS gagnent en importance, que l'on parle de plus en plus de paiements en monnaie locale, de réseaux logistiques et financiers alternatifs. Ce n'est pas que l'ancien ordre est totalement disparu. Le dollar reste la monnaie centrale. Les marchés américains demeurent cruciaux. Les capacités militaires américaines sont sans égales. Mais la tendance est là, puissante. Les acteurs internationaux cherchent des plans B, des marges de manœuvre, refusant de laisser un seul centre de décision fixer les règles du jeu pour tous. Ce basculement structurel, dont la coordination russo-iranienne est un symptôme parmi d'autres, rend chaque crise locale potentiellement globale. Une tension en mer Noire ou dans le détroit d'Ormuz peut, du jour au lendemain, déséquilibrer tout un pan de l'économie mondiale. Rupture d'approvisionnement, inflation, incertitude pour les investisseurs, volatilité des marchés. Pour nous, cela signifie qu'ignorer ou minimiser ces enjeux, c'est se condamner à subir, sans comprendre, les secousses qui viendront frapper nos portefeuilles, nos emplois, nos projets d'avenir. C'est pourquoi il est crucial d'arrêter de voir ces rivalités comme de simples jeux d'échecs entre grandes puissances lointaines. La lassitude face à l'unilatéralisme américain n'est pas seulement une affaire de stratégie ou de politique. Elle rebat les cartes de l'économie, de la sécurité, de l'image internationale de chaque pays. Les décisions qui sont prises aujourd'hui façonneront le monde dans lequel nous vivrons demain. Un monde où il sera plus difficile de prédire, de contrôler, de maîtriser. Alors, la question n'est plus de savoir si ce nouvel ordre mondial arrivera un jour. Il est déjà en train de s'installer, à bas bruit, dans notre vie de tous les jours. Reste à choisir. Voulons-nous rester spectateurs de ces bouleversements, ou bien chercher à comprendre, à anticiper, à influencer les choix collectifs qui détermineront notre avenir? Car au fond, refuser de s'intéresser à cette nouvelle donne, c'est renoncer à notre capacité d'agir sur ce qui, tôt ou tard, façonnera notre réalité la plus intime.